Là encore, toujours la même chose, c'est-à-dire que ça fait trop de tickets de loto dans ce portefeuille. Il y a beaucoup trop de tickets de loto et beaucoup trop de valeurs agressives. Vu la dette de l'État français, c'est pas sûr que cette flat tax, elle dure très longtemps. Donc c'est pour ça que c'est important d'ouvrir les trois. C'est d'autant plus important quand on a des enfants d'ouvrir le PEA jeune, etc. Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission mensuelle où nous analyserons chaque mois le portefeuille d'un abonné. Pour ce premier numéro, nous allons analyser avec Arthur Toss le portefeuille de l'une de nos abonnées, en l'occurrence Céline, qui a 50 ans. Tout d'abord, présentons Arthur. Donc, Arthur, ingénieur de formation, il est aujourd'hui entrepreneur et investisseur spécialisé en nouvelles technologies. Il conseille plusieurs startups en blockchain et e-sport. Il a travaillé chez Orange, chez SoftBank et a remporté le concours d'innovation de BFM Stratégie en 2020. Arthur a commencé à investir à l'âge de 15 ans avec 5 000 euros seulement hérités de sa grand-mère, devenant millionnaire à 27 ans. Il se distingue par sa capacité à identifier des actifs à fort potentiel de croissance, cherchant des multiplicateurs de 10, 20, 50 ou plus. Pour l'anecdote, il a acheté du Bitcoin à 50 dollars et de l'Ethereum à 10 dollars, réalisant des retours sur investissement supérieurs à 1000%. Considéré comme un prodige de l'investissement et un visionnaire, il inspire beaucoup de monde et souhaite aujourd'hui partager ses connaissances auprès des investisseurs particuliers. Bonjour Arthur. Eh bien, bonjour et merci. Bon, même si Il nous j'en ai c'était pas une belle vraiment acheté, présentation quand même. ouais, j'en ai pas vraiment acheté, j'en ai miné, pour être plus précis au début, parce qu'à cette époque-là, on pouvait en miner avec son ordinateur portable. Donc, c'était la bonne vieille époque. On pouvait faire 10 bitcoins avec un ordinateur portable tout seul dans sa cave. On n'avait pas besoin d'avoir un data center avec des mineurs spécialisés et des ASIC pour miner du bitcoin. Mais c'est une autre époque. C'est une Voilà, autre époque. bon, maintenant là on va rentrer dans le vif du sujet. C'est Mhm. génial, tu vas pouvoir analyser le portefeuille de l'une de nos abonnés. Donc sur la première slide, on peut voir la répartition de ces investissements par catégorie et montant. Ouais, Donc dans la hors partie immobilier, cette personne-là, elle a un investissement immobilier qui est pas représenté dans le graphique qu'on voit là. On prend que l'aspect financier, on va dire patrimoine financier hors immobilier, d'accord? Il y a un tout petit peu d'immobilier, mais c'est ce qu'on appelle ici de l'immobilier financiarisée. liquide. Voilà, parce que c'est de l'immobilier financiarisé. Voilà. Donc on l'a aussi ici avec des SCPI allemandes. Donc on a deux fois de l'immobilier, mais c'est de l'immobilier un peu particulier parce que c'est de l'immobilier financier. Donc voilà, je répète hein, toujours la même chose. C'est vrai que quand on cherche à se constituer un patrimoine, avoir sa résidence principale est une très bonne chose pour se sécuriser. Ça peut vous limiter dans votre capacité d'investissement parce que ça va prendre au démarrage de votre capacité d'épargne. Mais c'est vrai qu'avoir un petit bien, ça sécurise toujours, ça sécurise aussi le banquier, etc. Il faut éviter d'aller chercher le bien qui vous convient. C'est-à-dire, si vous, mettons, vous êtes un couple, vous avez 25 ans, vous allez éviter d'acheter le bien où vous allez pouvoir élever vos enfants, avoir un chien, etc. Vaut mieux acheter un peu plus petit au début, sachant qu'en plus, généralement, quand vous faites votre premier achat, vous allez le détenir entre 3 et 5 ans, un premier achat. Donc, Ouais. la première chose dans la finance personnelle, quand on regarde son investissement, c'est essayer de jamais surinvestir sur sa résidence principale, parce que si vous achetez la maison avec piscine, que vous maximisez votre capacité d'emprunt, etc., c'est-à-dire que c'est fini, vous pouvez plus courir le marathon de l'enrichissement parce que vous pouvez plus acheter des ETF avec du DCA, vous pouvez plus faire quoi que ce soit, parce que vous avez maximisé. Alors après, ça peut être un choix, mais ça veut dire qu'on a tout son patrimoine dans sa résidence principale, qu'on a maximisé sa résidence principale et qu'on a que ça. Et vous en avez beaucoup qui sont comme ça. Hein. Il y a beaucoup de professions que vous connaissez qui font cette erreur-là. Chez les avocats, moi je le vois souvent. Chez les médecins, je le vois souvent, etc. Ils ont la super maison à 2 millions, puis après, il n'y a plus rien dans le patrimoine. Parce qu'en fait, Ouais. ils remboursent tellement que le reste à vivre, il est nul. Ils vont en vacances, ils vont machin. Ils ont la maison principale. Et donc, le problème, c'est quand vous arriverez à la retraite, bah, ça veut dire que vous êtes obligé de liquider la résidence principale parce que sinon, bah, il n'y a pas de patrimoine, quoi. Donc, Ouais, donc surinvestir en immobilier. Alors là, par rapport à son allocation d'actifs,
puisque dans un premier temps, on a également intégré ces investissements non boursiers. Qu'est-ce que tu en penses, à première vue? Bah, alors, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a de la liquidité, c'est bien d'avoir de la liquidité. Voilà. Une liquidité, une épargne de précaution. On se dit souvent que ça doit être 6 mois de dépenses. Voilà, ça peut être un peu plus. Vous pouvez, en France, on a la chance d'avoir le livret A, ça se maximise plutôt bien. Ça vous permet d'avoir une épargne de précaution de qualité avec un petit rendement. Voilà, alors c'est pas le livret A sur lequel vous allez faire le plus de rendement, mais c'est intéressant d'avoir son épargne de précaution de 6 mois. Quand on est un peu plus jeune, on va dire en dessous de 35 ans, et surtout qu'on n'a pas d'enfants et qu'on peut revenir chez papa et maman, on peut essayer de limiter cette épargne de précaution pour investir un peu plus et donner le kick-off à son épargne, parce que comme je le répète souvent, hein, l'épargne c'est un marathon, d'accord? Et la construction financière, c'est un marathon. Plus vous commencez tôt, plus vous allez aller loin, même si vous faites des tout petits investissements. Commencez très tôt, c'est extrêmement important. Un enfant, par exemple, à qui vous allez mettre 50 euros d'ETF tous les mois dès sa naissance, s'il y touche pas et s'il fait les choses correctement, même s'il y a des crises comme 29 au milieu du chemin, etc., à sa retraite à 60, 65 ans, c'est quasiment certain qu'il soit millionnaire. Sauf à ce qu'on sortent complètement de ce qu'on a vécu dans les marchés financiers ces 200 dernières années, ce qui paraît peu probable. Ok, Et donc là, 50 euros, c'est peu, quoi. là, pour la liquidité, on est bon. 13 000 euros épargne de précaution, placé sur un livret de développement durable ou livret A. Très bien. En ce Voilà. qui concerne les autres poches, On a de l'assurance vie, c'est toujours bien d'avoir de l'assurance vie. En assurance vie, moi, je vous conseille avant tout, alors si vous êtes sur un profil non risqué, bah, des emprunts d'État, voilà, avec des mix. Vous prenez des fonds avec des emprunts d'État mixés. Vous allez chercher, alors vous n'allez pas faire des rendements mirifiques, hein, mais vous pouvez faire du 3, 4 si vous prenez des produits très récents, parce que forcément, les taux ont un petit peu augmenté. Voilà. Sinon, en assurance vie, l'autre point qui est intéressant, c'est de faire du DCA sur un 10. Voilà. Alors, c'est compliqué, hein. Faut plutôt prendre des néo-assureurs, etc. pour pouvoir le faire, parce que dans vos banques traditionnelles, on vous empêche souvent de faire du DCA et d'acheter des ETF dans de l'assurance vie. Mais on trouve des contrats d'assurance vie avec des ETF maintenant. C'est une très bonne poche pour faire de l'achat d'ETF parce que vous allez avoir la défiscalisation, vous allez avoir la possibilité de transmission, enfin, vous avez tous les avantages fiscaux de l'assurance vie et faire un DCA sur de l'assurance vie, c'est assez simple. Donc, ok, c'est donc très bien, mais bien contrôler ce que vous avez dans votre assurance vie parce que la plupart du temps, les Français se font avoir parce qu'ils achètent une assurance vie, ils achètent n'importe quoi dans l'assurance vie, elle ne performe pas et ils ont la carotte fiscale et entre guillemets, le banquier vous a juste dit c'est génial, vous n'allez pas payer d'impôts, puis après personne regarde ce qu'il y a dedans. Non, non, vous voulez quand même des produits de qualité dans ce qu'il y a dedans. Donc avant tout, dans l'assurance vie, de la dette d'État avec des fonds packagés, mais attention, on veut du rendement. donc Voilà. fonds euros. Fonds euros, mais plutôt des fonds euros bien gérés. L'affaire, par exemple, un contrat fonds euros qui est quand même plutôt pas mal. C'est cette association d'épargnants qui est plutôt bien. Et après, plutôt DCA, ETF. On peut même prendre des ETF maintenant, des ETF obligataires. Vous avez des très bons ETF obligataires chez BlackRock, hein. Vous avez enfin, vous avez des ETF obligataires plutôt occidentaux, etc. Donc, dans lequel vous allez avoir de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, des États-Unis, des choses comme ça. Ça peut être très intéressant et ça peut même être plus intéressant qu'avoir un fonds euro, etc. Après, attention, ça n'a pas les mêmes garanties au niveau du droit. Un fonds euro, vous êtes plus garanti que sur un ETF qui va être Oui, géré il y par a une BlackRock garantie, ou il y a une garantie en capital sur les contrats d'assurance vie fonds euros. Donc là, 17%, un peu plus de 17% de ces actifs financiers sur des obligations d'État européennes, contrats d'assurance vie fonds euros, c'est bien, tu valides. voilà, ça sécurise. C'est-à-dire qu'en fait, Ok. vous êtes sur une double sécurité, vous avez un peu moins de liquidité que ces 6 mois, je pense, parce qu'elle a un certain âge et voilà. Après, elle nous a peut-être pas communiqué aussi son livret A, mais si on groupe assurance vie, liquidité, on a quand même quasiment 30 000 euros pour voir venir. On se dit que s'il y a un aléa de vie, il y a capacité à aller taper dans de l'épargne sans être sur des choses où on est obligé d'aller liquider des actions au mauvais moment ou d'être obligé d'aller taper dans le compte épargne entreprise, ce qui est beaucoup plus compliqué quand on va taper avant la retraite et ce qui fiscalement est pas forcément avantageux non plus.
Ouais, effectivement, là, si on cumule les deux, on est sur un tiers de ses actifs financiers liquides. Voilà, mais on est Euh, sur un patrimoine qui est petit, hein. Alors après, encore une fois, elle a beaucoup plus d'immobilier, donc et c'est elle a un, commencé, oui, alors elle a commencé à épargner il y a 10 ans. voilà, donc Donc c'est pas c'est mal pour déjà pas quelqu'un qui mal. a, c'est pas mal, mais c'est sûr que entre guillemets cette poche de sécurité que vous voyez en assurance vie en liquidité, plus votre patrimoine va devenir gros, plus son pourcentage va tendance à diminuer et c'est normal, d'accord? Alors, On- on va passer au compte d'épargne entreprise qui lui rapporte pour l'instant un rendement de l'ordre de 10% par an, à peu près 2 000 € et un avantage fiscal. Donc bon, j'imagine que si elle participe au plan d'épargne d'entreprise, déjà c'est qu'elle croit en la croissance et la stratégie qui a été mise en place par sa boîte, au-delà des avantages liés à la participation. Donc là, tu valides. Ah oui, le compte épargne entreprise, c'est le meilleur outil d'épargne qu'on ait en France, je pense, surtout si vous êtes dans une boîte de qualité. Si vous êtes dans une boîte de qualité, type boîte SBF 120, CAC 40, avec des opportunités de long terme, même si vous êtes sur une société qui n'a pas fait grand-chose depuis 10 ans, comme vous avez le fait d'acheter des actions avec des discounts, que vous touchez le dividende sans payer trop d'impôts dessus, etc., vous avez un intérêt composé qui est fabuleux. Enfin, des gens qui, même une boîte comme Sanofi, qui sur 10 ans n'a pas fait grand-chose, hein, c'est pas considérable, Sanofi. Vous pouvez même prendre 20 ans. Chez Sanofi, si vous avez participé à tout, que vous avez bien fait à chaque fois et bien maximisé à chaque fois, vous avez réussi à faire un rendement internalisé sur votre plan d'épargne entreprise qui est de plus de 10%. C'est fréquent. On arrive même, si vous avez une société qui est de bonne qualité, si vous êtes un employé de Total, les employés de Total ont fait des rendements annualisés ces dernières années sur leur plan entreprise qui peut, pour ceux qui ont bien mis en place et qui ont pris que de l'action, qui peut dépasser les 20%. Donc Ok. c'est considérable. Et si vous êtes sur une société, moi je le sais parce que mon mentor c'était Xavier Fontanet, qui était l'ancien PDG d'Essilor. Et Xavier Fontanet avait tendance à dire, vous savez, ceux qui chez Essilor ont passé 30 ans tout en bas de l'échelle, s'ils ont pris tous les ans le PE entreprise et qu'ils ont maximisé tous les ans, même s'ils sont au salaire le plus bas de l'échelle, donc avec le moins d'avantages, au bout de 30 ans, ils étaient millionnaires. Ouais, il y a Decathlon aussi. Voilà. Alors après, ça dépend de votre boîte. Si vous n'êtes pas serein avec votre boîte parce que vous n'avez pas confiance, dans les plans entreprises, on peut essayer d'avoir des ETF, on peut essayer d'avoir des indices, d'avoir de l'obligataire. Après, là, c'est très compliqué parce que c'est géré par Natixis, Amundis. Alors là, c'est vraiment Ok, très ok. opaque et généralement, la quantité de fonds qui vous est possible de mettre dans votre plan d'épargne entreprise est vraiment limité et dépend vraiment de votre entreprise et du prestataire que votre entreprise a choisi. Si vous n'avez pas confiance dans votre entreprise et que le prestataire est pas bon, ça peut peut-être valoir le coup de ne pas, enfin, de prendre directement le cash, mais c'est très très rare. Et le mieux, quand la situation est comme ça, c'est d'essayer d'aller faire pression au niveau de son syndicat interne pour que ce syndicat-là fasse pression pour qu'on ait un fonds qui va répliquer le CAC 40, par exemple, un truc basique, mais qui permet de profiter de l'avantage fiscal du compte épargne entreprise et avec un risque qui est minimum. D'accord. Part de SCPI, donc Société civile de placement immobilier allemande. L'immobilier allemand, 7%. Les CPI, alors, moi, je suis pas un fan des CPI. Je sais qu'en France, beaucoup de gens aiment les CPI. Ça dépend le prix auquel vous achetez la part et ça dépend la stratégie qu'il y a derrière. Est-ce que vous l'achetez en empruntant à la banque? Parce que pendant un temps, il y avait une possibilité, c'était Ouais. vous achetiez les CPI de votre banque en empruntant. Avec une possibilité c'était ce qu'on appelait un peu des crédits lombards, c'est-à-dire que vous remboursiez à la fin. D'accord? Et donc, du coup, vous faisiez un cash flow sur vos SCPI, puis à la fin, vous vendiez une partie de vos SCPI pour rembourser votre crédit. Alors, généralement, vous vendez des garanties qui étaient assez importantes, mais ça pouvait être des types de placements qui pouvaient être intéressants. Là, encore une fois, il faut vraiment être sur de la bonne SCPI, avoir très confiance, qu'il y a un bon track record de sa banque, etc., et des SCPI de sa banque, pour que ce produit-là, il se fasse avec un risque qui est minimum, Ouais. entre Il guillemets. faut qu'elle regarde ce qu'il y a D'accord? dedans, mais après, ça lui apporte un peu de diversification. Si elle a un investissement locatif déjà en France, et admettons, je pars du principe qu'elle est propriétaire de sa résidence principale, avoir un petit peu d'immobilier en Allemagne, bon, ça peut être pas mal. Voilà. On va L'immobilier regarder. allemand est pas cher.
Il est très bon. Nous, on en a eu beaucoup hein, dans le portefeuille. Dans mes portefeuilles, on en a acheté l'année dernière de l'immobilier financiarisé hein, en Oui. Allemagne. On a fait des très bons rendements sur des sociétés comme Vonovia, comme Leg Immobilien, Immobiliren, etc. On avait même sorti un rapport spécial sur l'immobilier allemand parce que j'avais dit l'année dernière à Younes que c'était là qu'il fallait investir parce qu'on avait vraiment des taux de rendement et des taux de, de décote sur le patrimoine qui Oui. étaient extrême. C'est moins le cas maintenant, hein. Mm. Vraiment moins le cas maintenant. Ouais, depuis, ça a bien Euh, remonté. mais voilà, donc c'est ça l'intérêt de l'immobilier coté, c'est que ça vous affiche des grosses décotes. La SCPI, c'est quand même rare d'aller trouver des SCPI où vous allez acheter la part avec une bonne décote. Généralement, vous payez une prime. Et ça, généralement, payer une prime dans un actif financier, c'est pas une bonne chose parce que ça veut dire que déjà, vous achetez plus cher que la valeur réelle des Ouais. actifs. Donc, Bon. voilà. Mais après, il peut y avoir des SCPI. Typiquement, il y a les SCPI Biomoni sont des SCPI qui sont quand même très très bonnes, qui existent depuis des années, qui font du 7%. Et l'avantage de la SCPI aussi, c'est que si vous comptez continuer à faire de l'investissement immobilier, que vous avez de l'investissement locatif et que vous faites des dossiers sur lesquels vous empruntez pour acheter d'autres biens locatifs, etc., la SCPI, ça peut être bien. Parce que la SCPI, ça sera pris en collatéral d'une manière pas dingue, mais d'une manière qui peut quand même être intéressante par votre banquier. Donc en Ok. fait, le collatéral qui sera pris quand vous ferez un produit immobilier, ça va être la liquidité, les parts de SCPI, l'assurance vie peut l'être, mais de façon très limite parce qu'ils peuvent pas vous obliger à la vendre facilement. Et les comptes épargne entreprise, très compliqués. Les actions, ça dépendra des actions et les cryptos, c'est même pas la peine d'en parler. Ouais, d'accord. Alors, on passe à la dernière poche d'actifs avant de basculer sur le portefeuille action et rentrer dans le détail. Alors, crypto-actifs, Bah onze virgule cinq pour cent. là, on a 11,5%, c'est élevé pour un patrimoine aussi petit. Voilà. Ouais, Alors, c'est un choix, hein. Ça peut être un choix qui considère que vous voulez absolument créer du rendement, donc vous êtes prêt à aller sur des classes d'actifs qui sont plus risquées. C'est un qui tout double, hein, c'est un choix. Après, ça peut venir aussi, et je crois que dans le cas ici présent, c'est pas un choix non plus, mais c'est aussi devenu une conséquence parce qu'elle a acheté au bon moment et il y a des choses qui sont montées assez fortement, donc c'est devenu important dans le portefeuille. d'accord. Donc ça va jouer. Encore une fois, il faut pas oublier, et ça c'est comme Warren Buffett, la diversification, c'est clé dans un patrimoine. Trop souvent, on va parler de Warren Buffett et on va dire il avait trois actions au début, etc. Oui, mais le nombre de personnes qui ont trois actions et qui vont finir comme Warren Buffett, il n'y en a pas beaucoup. Parce que si vous avez trois mauvaises au début, c'est game over, retour à la case initiale, vous recommencez au début des petits chevaux. D'accord? Et ça, c'est vraiment le pire qui puisse vous arriver. Donc, il faut accepter de l'avoir de la diversification au début, même si ça cape un peu votre rendement. Et à la fin, cette diversification-là, elle va se faire et vous pouvez avoir une reconcentration du portefeuille quand vous commencez à devenir un peu plus riche, comme les Warren Buffett là-dedans. Mais c'est pas par choix, c'est parce que vos sociétés sont devenues tellement attractives, etc., que bah, si vous avez fait un bon choix, mais qu'il a fait fois 1000, bah, ça devient important. Moi, je vais prendre mon exemple. Il y a 80% de crypto-monnaies dans mon portefeuille, un peu moins, peut-être 60, 65, 70. Mais pourquoi? Parce que j'ai miné des bitcoins à une époque où ça valait rien et je les ai gardés. Voilà. Hmm. Donc, il faut pas vous mettre de barrière en disant, il y a un actif qui est devenu 20% de mon portefeuille, je le vends. Ça veut rien Alors, dire. donc là, en gros, ça dépend. Si son investissement initial sur les crypto-actifs, c'est 11 000 euros, c'est carton rouge. En gros, Bah elle ouais, doit parce que plus investir autant. ouais, trop de risques. Trop de risques Par pour contre, sa taille de patrimoine. d'accord. Par contre, si elle a investi à la base 3 000 euros et Et que ça est devenu très bien et qu'elle laisse continuer, qu'elle achète de temps en temps quand elle trouve que c'est pas cher. Là, par exemple, les cryptos sont un petit peu plus devenus chers, surtout pour Bitcoin et Ethereum. Pour les altcoins, ça peut un peu plus se discuter. Et voilà, et au prochain cycle, quand le marché des cryptos fera moins 70%, elle en rachètera un petit peu. Elle peut en écrémer un petit peu quand elle pense que c'est le haut de cycle. Alors, je pense pas qu'on soit sur un haut de cycle. Moi, dans mes lettres, je suis plutôt aux alentours de 110, 120 en haut de cycle pour Bitcoin. Donc je pense d'accord, qu'on a encore des choses à faire, quoi. une personne qui a jamais investi sur les crypto-actifs, tu lui recommanderais de mettre quel pourcentage au niveau de son allocation sur les cryptos? Nous, de notre côté, enfin moi, de mon côté, je recommanderais plutôt de l'ordre de 3%. Toi, Ouais, ça va dépendre de l'âge de la personne. C'est-à-dire ouais. si déjà vous avez les cryptos, c'est quand même un truc qui est assez jeune, hein. Donc on va dire qu'il faut un horizon
à minima 5 ans déjà pour avoir une vision, voire même moi je suis plutôt dans un horizon de temps de 10-15 ans. Donc c'est sûr que si vous avez 90 ans, bon, c'est intéressant si vous les transmettez à vos enfants et que vos enfants les veulent et que vos petits-enfants les veulent. C'est pas forcément intéressant en termes d'investissement propre. Donc après, ça va dépendre. Mais moi, je pense que suivant le patrimoine, suivant l'âge qu'on a, il faut être entre 1 et 5%. Ouais. 3%, c'est à peu près le milieu, comme tu l'as dit. Si on est vraiment beaucoup plus jeune et qu'on est au tout début et qu'on fait un portefeuille, par exemple, pour un enfant qui vient de naître, peut-être qu'on peut monter à 8-9% en faisant du DCA, quoi. Mais parce qu'on va DCA sur un temps très long et qu'on va se dire, je vais augmenter mon risque parce que je me dis que c'est une super classe d'actifs, Et, etc. et Mais surtout, faudrait le compenser en achetant un petit peu de l'or et de l'argent pour compenser le risque qu'on prend sur le Bitcoin, avec une grosse partie du patrimoine qui de toute façon devrait être en actions, en indices, etc. ok, alors toutes les autres catégories maintenant, c'est le portefeuille action de Céline. Ouais. On va passer à la slide suivante et on va voir comment c'est réparti. Donc, bah déjà, elle a un plan épargne action, elle a un PEA Donc ça, et c'est elle très a bien. également un compte titre. Qu'est-ce que tu en penses? Elle a un compte titre et un PEA, ça c'est très bien. Moi, je vous encourage à deux choses quand on est comme ça. On ouvre toujours les supports. Ça vous coûte rien d'ouvrir un support et maintenant, il n'y a pas de frais de garde, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc. Vous achetez 100 balles d'un ETF quelconque chez Bourse Direct et ça vous coûtera rien. Ils vous garderont le compte ouvert et il n'y aura aucun problème. Vous Oui, pouvez le faire chez, ça permet de figer l'avantage fiscal, en tout cas de voilà, vous l'initier. prenez date. Donc même quand un enfant a 18 ans, par exemple, on ouvre un compte. Voilà, on ouvre un PEA jeune si on n'a pas fait de PEA jeune. On maximise toujours le nombre de PEA et le nombre d'enveloppes fiscales attrayantes qu'on peut avoir dans son foyer. Toujours. Que ça soit le plan épargne logement, le machin. Même si vous ne le maximisez pas, si vous ne mettez pas beaucoup d'argent, vous mettez le minimum juste pour enclencher la prise de datation fiscale. Là, il y a deux choses à dire. Elle a un PEA et un plan et un compte titre, d'accord. Il manque un PEA PME. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que dans le PEA, là, par exemple, vous voyez, elle a de l'Eurobio, elle a du Inat Pharma, elle a du MG, elle a du Mint, Ouais, euh, des petites des petites capitalisations. valeurs. Ces petites capis-là, elle peut les acheter sur le PEA PME. Toujours plus intéressant de les acheter sur le PEA PME. Pourquoi? Parce que ça libère de l'espace sur le PEA. Et sur le PEA PME, vous n'allez pas pouvoir acheter par exemple des ETF CAC 40 ou des ETF américains. On peut acheter de l'ETF Nasdaq sur un PEA PME. Alors, c'est des ETF un peu complexes, qui ont des frais qui sont un peu élevés, mais vous pouvez en acheter, d'accord? Et on trouve des ETF qui répliquent les actions américaines pour des choses qui vont être à 0,5, 0,7 de frais. Donc, c'est pas non plus. C'est important, mais c'est pas rédhibitoire non plus. Et du coup, c'est quoi ça? C'est que si un jour elle vend, par exemple, imaginons, elle décide qu'elle veut plus gérer son investissement locatif parce que elle est trop vieille, elle en a marre, etc. Bah, si elle fait comme j'ai dit et qu'elle fait ses petites valeurs sur le plan épargne petites entreprises, donc le PEA PME, ben en fait, elle va se libérer de la capacité d'apport dans le PEA. Et donc, il faut plutôt utiliser la capacité d'apport que vous avez dans le PEA, etc., pour aller cibler des valeurs que vous ne pouvez pas mettre dans le PEA PME. Sauf à ce que vous ayez déjà maximisé votre PEA PME, que vous soyez un expert des petites valeurs, etc. Mais là, on rentre dans un truc un peu, un Ouais, peu atypique. Voilà. alors ça devient utile d'avoir enfin, un PEA et un PEA PME à partir du moment où on a un portefeuille PEA et PEA PME qui est supérieur à 250 000 euros. Ouais. Mais de toute façon, même si on a un petit portefeuille, ça vaut le coup de prendre datation, ne serait-ce que parce que si un jour on veut mettre beaucoup d'argent, c'est plus intéressant de maximiser le PEA après ou de pouvoir maximiser le PEA pour acheter certains types d'actifs et Oui, pas avoir mis du cash pour aller acheter des sociétés moyennes qu'on aurait pu acheter en PEA PME. Pareil, maximiser aussi le PEA jeune. Trop peu de gens l'ouvrent. Alors, c'est vrai que c'est compliqué actuellement, il y a peu de brokers qui le proposent, mais PEA jeune, quand on a des enfants, etc., on peut l'avoir. Ça vaut le coup aussi de maximiser et de travailler le PEA jeune. Surtout que le PEA jeune, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que si vous l'ouvrez, et ben vous pouvez le transformer après, une fois que votre enfant aura un statut fiscal propre, il pourra le transformer en PEA.
et il Ok. pourra profiter du reste de l'enveloppe fiscale qui lui reste à mettre, etc. Ouais, parce que la différence au niveau de la fiscalité à l'heure actuelle, c'est un compte titre, à la sortie, on paye PFU, 30%, donc Ouais. tout inclus sur les plus-values réalisées. Mm. PEA, on paye uniquement CSG, CRDS, donc on est aux alentours, on est à 18, un peu moins de 18%. Donc il y a une différence de fiscalité de 12%, Oui, sachant que la flat tax, PFU, 30%, c'est Macron qui l'a mise en place, mais on ne sait pas si elle existera encore dans 5, 10, oui, 15 ans. Parce oui. qu'avant, on payait la CSG, CRDS, plus sa tranche d'impôt sur le revenu. Mm, Et dans certains cas de figure, après, il y avait d'autres critères comme la durée de détention, des actions, etc. mm. Et dans certains cas de figure, on pouvait payer 50% sur la plus-value Ah ouais, réalisée. on peut. Enfin, vu la dette de l'État français, c'est pas sûr que cette flat tax, elle dure très longtemps. Donc c'est pour ça que c'est important d'ouvrir les trois. C'est d'autant plus important quand on a des enfants d'ouvrir le PEA jeune, etc. Que si vous travaillez, si vous mettez des ETF, des choses comme ça, que vous créez du rendement, on va dire que si vous commencez à l'an zéro, donc à sa naissance, normalement, aux alentours de 25 ans, devrait y avoir quelque chose de largement correct. Et à ce moment-là, si la personne a des difficultés, par exemple, ou a un emploi qui n'est pas un emploi qui est génial, mais qui lui convient parce que ça lui fait plaisir, etc. Je prends typiquement un emploi de professeur. Il y a moi, je connais plein de gens, voilà, ils ont des parents qui gagnent très bien leur vie, mais eux, ils ont leur kiff, c'est de devenir professeur. Et professeur des écoles, quand vous commencez votre carrière, vous touchez rien. Donc, Mhm. ils sont aidés beaucoup par leurs parents. Bah, si on a un PEA jeune qu'on a bien maximisé, bah, ce qui est intéressant, c'est quand on arrive à 25 ans, etc., on peut prendre de l'action à dividende type Total, etc. Et donc, on paiera que la CSG RDS. Et comme on aura l'antériorité fiscale, dès qu'on va sortir chaque année une part des dividendes pour améliorer le niveau de vie, il n'y a pas de fiscalité, vu qu'on a payé que la CSG RDS. Et on garde le même nombre d'actions si on On prend garde quelque le même nombre d'actions. On peut même toujours progresser en nombre d'actions chaque année parce qu'on peut décider qu'on va sortir que 60, 70% du dividende, d'accord? Et donc continuer à avoir un intérêt composé et améliorer son reste à vivre. Et ça, c'est intéressant et c'est une nouveauté qui a permis Macron avec ce PEA jeune, qui est pas assez poussé en avant par les CGP et qui est pas assez expliqué par les banques de réseau, mais c'est un très très gros outil et ça va changer la vie de tous les enfants qui naissent maintenant dans 20, 30 ans, etc. Ceux qui ont eu des parents qui ont fait l'effort, et encore une fois, c'est pas des efforts importants, ça peut être 50 euros par mois hein, d'envoyer sur un chose. PEA jeune. Voilà. Mais Ok. Alors, PEA, on est aux alentours de 10 000 euros. Ensuite, si tu passes au compte titre, ouais, on on a est un à compte titre. 17 000 pour Ouais, un total on a de un compte 27 000 titre, euros. on a un compte titre qui est à 17 000, un PEA qui est à 10 000. Une chose déjà qu'on voit ici, qui moi me plaît pas du tout et qui est vraiment carton rouge, dans le compte titre, on a des lignes qu'on peut mettre en PEA. Donc comme je vous ai dit, les lignes qu'on peut mettre en PEA PME, tant qu'on n'a pas maximisé PEA PME, on les met en PEA PME. Les lignes qu'on peut mettre en PEA, on les met en PEA. On s'amuse pas à mettre des lignes en compte titre si on peut les mettre en PEA. Parce que ça veut dire que là, on va payer la flat tax. On fait en gros 11% de cadeaux à Bercy. Ouais. Enfin, franchement, ça n'a aucun intérêt de faire 11% de cadeaux à Bercy. Donc là, on l'a pour NJ, par exemple. C'est pas bon. Voilà. On l'a pour quoi d'autre? Je crois que c'est la seule. Non, on l'avait pour Atos aussi. Bon, on n'aura pas de plus-value sur Atos, hein, et comme beaucoup de gens. Voilà. Mais c'est vraiment Atos NJ. Il faut pas les avoir Ah oui, oui, il en, faut les intégrer en dans le PEA. PEA. Seul contre-exemple, il en existe que un. Si vous êtes un trader et que vous prenez des positions gambling très risquées, ça peut être intéressant de les avoir dans le compte titre, parce que si vous pensez que c'est des positions qui ont des potentialités de faire des grosses pertes, bah, entre guillemets, vous pouvez vous dire que vous pourrez récupérer la perte fiscalement. Ouais. Ouais, qui Donc si vous repartage avez... sur 10 années. Ouais, c'est-à-dire que si par exemple vous avez acheté je sais pas, du Nvidia, vous avez gagné beaucoup d'argent, et vous dites, tiens, je vais prendre des positions à la baisse sur des valeurs européennes, etc., de manière assez agressive, parce que si Nvidia commence à baisser, ça veut dire que le marché se retourne, etc. Ça peut être intéressant de les avoir dans le compte titre, en se disant que si ça se passe mal, sur ces positions baissiers, bah, on les liquide et on récupère et on liquide aussi à côté sur Nvidia et on est capable
de stabiliser, mais c'est réservé vraiment à une toute petite portion, à des gens qui font du trading de certaines manières et qui ont des gestions de risque vraiment différentes avec des notions de risk-reward qui peuvent être assez extrêmes. Ok. Mais en tout cas, là, dans le truc là, il n'y a pas d'intérêt à avoir ces deux valeurs-là parce qu'elles ne correspondent pas à ça. Atos pourrait y correspondre, mais vraiment très récemment. Mais à l'époque où elle les a achetés, Atos n'y correspondait pas. Bon, on va passer aux thématiques. Donc voilà, aux thématiques, on a classé. Donc, on a du voyage, à peu près 3,8%, du software, 32%, du jeu vidéo, d'accord, 1,71%, de la transition énergétique ENR, 25%, de l'énergie chimie et eau, 18%, du semi-conducteur, 7%, de la santé, 3,5%, de la consommation, 3,13%, de l'immobilier, 1,1% et une sous-catégorie crypto, 3,14%. D'accord. Donc, au niveau des Donc, catégories, tu places où tes cartons rouges et cartons verts? alors, encore une fois, ça va dépendre de est-ce que c'est monté parce que ça l'est devenu ou pas. Mais en l'occurrence, je pense que de toute façon, même si ça l'est devenu, ENR, c'est trop. Voilà. Je sais que tout le monde vous vend l'investissement ESG, etc. Mais avoir 25% de son portefeuille sur de l'ESG, sachant que c'est généralement des valeurs qui ne sont pas arrivées à une certaine maturité, etc. Ouais, c'est investir dans le temps long. Ouais. Ouais, voilà. Même si j'aurais dit la même chose si par exemple semi-conducteur était monté à 25-30% et que c'était que dû à Nvidia, Ouais. vu la valeur de Nvidia à l'heure actuelle, je pense que pour beaucoup, ça vaut le coup de reprendre petit à petit, tous les 2-3 mois, vendre un petit peu la ligne et aller rééquilibrer en achetant d'autres trucs Mhm. intéressants que de laisser grandir. Voilà, il faut pas forcément vendre dès que ça dépasse 15-20% de votre portefeuille, mais ça ne veut pas forcément dire non plus qu'il faut ne pas ajuster et ne pas écréter la ligne un petit peu quand on juge que ça commence à être cher. Donc cette position ENR, elle est vraiment trop haute et c'est ce qui pèse sur le portefeuille, on le verra juste après. Software, c'est important, mais encore une fois, j'ai mis beaucoup de choses dans le software, on a le paiement, on a le machin, donc il y a pas mal de choses. Après, il y a quand même pas mal de choses, manque peut-être un tout petit peu de santé avec des grosses valeurs de santé. Voilà. Moi, j'aurais eu un peu plus d'immobilier parce que en immobilier financiarisé, je trouve qu'il y avait des bons coups à faire avec Unibail-Rodamco, avec des Vonovia il y a quelques années. Alors maintenant, c'est un peu plus compliqué. Après, là, de la crypto, ça c'est très léger. C'est des sociétés liées à la crypto. Voilà, on va voir en détail. Donc dans le voyage, on l'a ici. Donc on a deux sociétés, d'accord, qu'on a mis dans voyage. On aurait pu mettre Airbus dans industrie, mais comme elle est liée beaucoup au secteur du transport et du voyage, c'est pas mal. Donc là, globalement, on est plutôt bien. La seule chose qu'on a à dire, c'est que c'est vrai que les lignes sont un peu petites. C'est-à-dire que quand on a un portefeuille au total, comme ça, là, on est sur un portefeuille, on va dire, action. Vous voyez, c'est la part qui est là. Donc ça fait un portefeuille d'une vingtaine de milliers d'euros. Là, il y a trop de lignes, d'accord? On le voit. Et ça fait que on a des toutes petites lignes. Même si on aime la diversification, quand on a un petit patrimoine, il vaut mieux faire des lignes minimum de 1000-1500 euros, quoi. Parce que si on est en dessous, on va payer cher en frais, ça va être compliqué. Ou alors acheter un ETF. Vous voyez? Quand on n'est pas capable de faire des lignes de 1000-1500, peut-être qu'il vaut mieux acheter un ETF. Mais le risque, c'est de se diversifier avec trop de lignes et de ne pas être capable. Quand on a un portefeuille comme beaucoup de mes clients de 500 000 euros, 200 000 euros, etc., on peut commencer à avoir 30, 40, 50 lignes. Ça fait quand même des lignes qui ont un certain poids. Là, c'est un peu bas. Après, la sélection des valeurs est très bien. Accor, c'est une très bonne valeur dans l'hôtellerie. Ça a bien résisté au Covid. Ça verse un joli dividende. J'ai pas de discussion là-dessus. Airbus, pour moi, c'est un duopole avec Oui. Boeing. Et Boeing est en difficulté en ce moment. Donc, moi, je pense que c'est très bien. Donc, les deux valeurs-là, j'ai rien à dire. Peut-être qu'on pourrait rajouter, si on est dans un portefeuille qui doit être non risqué, une société de concession type Vinci, ce genre de choses, pour avoir un peu plus de rendement. Et voilà, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant aussi. Alors là, pour ceux qui sont plus agressifs, c'est de rajouter un acteur qui serait plutôt dans l'acteur du fret maritime.
mais je trouve qu'ils sont un peu chers actuellement. Ok. Voilà. Dans le software, bon ben là on a on a une belle diversification, d'accord. Donc on a Palantir, on a Wedia qui est une toute petite valeur, on a CCC qui est une valeur moyenne, GitLab, Fortinet qui est dans la sécurité, PayPal, Prosus, Alphabet, Atos et Block qui est dans le paiement. Donc là on a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on a des valeurs qui ont pris énormément de parts. Par exemple, Alphabet, le sous-total est à 18%. D'accord. Pourquoi? Parce que la valeur est beaucoup montée. Elle l'a acheté au bon moment. Ça, je pense qu'il ne faut pas toucher. C'est en plus dans les GAFAM le moins cher. Franchement, c'est plutôt pas mal. Prosus, c'est pas mal aussi. Elle a fait un bon rendement. Elle l'a acheté au bon moment. C'est peut-être un peu élevé dans le répartition totale parce qu'on est à 18% du sous-total software et c'est quand même une valeur qui est liée à la Chine. Après, elle n'a pas d'Alibaba. Bon, voilà. Après, le problème, c'est aussi la taille de la ligne, c'est que 1700, donc même si elle en vend un petit peu, c'est difficile de faire une ligne à côté. Voilà. PayPal, elle en a beaucoup. Ça, ça peut être un choix patrimonial intéressant. Pour moi, c'est une des valeurs les moins chères actuellement dans les grosses valeurs américaines, avec un rendement qui est correct, etc. Donc, sur un petit patrimoine, aller se surpondérer en PayPal au prix actuel me paraît pas être complètement déraisonnable. Après, on est quand même à 25% du sous-total software et on est à 8% du portefeuille global. Voilà, faut pas aller, même quand on est sur un petit portefeuille, faut éviter quand on achète de l'action, pas des ETF, mais quand on achète de l'action, d'avoir une action sur laquelle on va mettre 10% de son portefeuille. D'accord? Si ça devient plus de 10% de son portefeuille, c'est autre chose, mais mettre 10% de son portefeuille sur une action, on évite. Ouais. Elle a un petit peu de Fortinet, mais là, vous voyez, il y a encore la même erreur. CCC, elle a 350 de valeur, donc déjà, vous avez les frais de change, les frais de transaction. La même chose sur Wedia, c'est tout petit. Alors, on peut voir ticket de loto sur Wedia parce que c'est une valeur qui est très très peu chère, qui peut aller très très loin. Donc, en mode ticket de loto, ça peut justifier, mais après les petites lignes là, il faudrait peut-être en enlever. Vous voyez, elle a du CCC, du GitLab, du Fortinet, du Atos, du Block. Je pense que ces lignes-là, faudrait les enlever. Déjà, la ligne Atos, bon, il n'y a plus rien à y attendre. Et peut-être concentrer sur une autre ligne, d'accord, qui permettrait d'avoir une ligne d'une certaine taille. Et plutôt d'ailleurs une ligne avec une valeur type GAFAM qu'on n'a pas acheté très très cher. Voilà, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir actuellement en GAFAM qui est pas très cher? Il n'y a pas grand-chose, hein. Euh, ouais. Hum, tac, 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 tac. Je cherche de tête. En technologie, il n'y a pas grand-chose. Finalement, en technologie, moi, je mettrais peut-être plus dans la ligne Fortinet, en fait. Je vendrais peut-être un petit peu les GitLab, les trucs comme ça, pour avoir une ligne Fortinet un peu plus grosse et, euh, et peut-être acheter une grosse valeur ailleurs. Voilà. Le Euh, fait qu'elle ait un tiers de ses portefeuilles boursiers sur cette thématique, pour toi, c'est OK? Oui, parce que ça l'est devenu. Parce qu'en fait, Ouais. quand on regarde, enfin moi j'ai vu le portefeuille en détail, en fait c'est ces Alphabet et ces Palantir qui sont beaucoup montés. D'accord? On Mhm. le voit ici. Hein, vous voyez, Alphabet INC, elle a un gain de 83%. D'accord? Palantir INC, elle a un x2. D'accord? Donc en fait, si tu veux, c'est pas elle a surinvesti dedans, c'est elle a investi au bon moment et ça a explosé. Donc c'est un petit peu différent. D'accord? Donc voilà. Ça, c'est assez intéressant. OK. Sur le jeu vidéo, bon, on a du Gravity et on a du Ubisoft. Même chose. Là, c'est un petit peu triste. Les lignes, elles sont toutes petites. Ça n'a pas d'intérêt, des lignes aussi petites. Pour moi, encore une fois, une ligne en dessous de 1000 euros, voire plutôt 1500 euros, c'est vraiment des lignes trop petites. Il vaut mieux se concentrer sur des ETF sectoriels ou essayer de faire des choses comme ça plutôt que d'essayer d'aller créer ces lignes-là. Après, le choix des lignes, Gravity, c'est une value, donc c'est pas cher du tout. Donc voilà. Elle fait une belle plus-value d'ailleurs. Ubisoft, c'est plus compliqué, mais je pense que c'est une valeur qui est pas très chère et qui est mal aimée et qui a un bon pipeline. Donc après, le fait d'avoir les deux me paraît pas non plus complètement dingue. Et je pense que ça peut être intéressant. Alors je rajouterai peut-être
une locomotive du secteur type IE ou Tech2 pour un peu plus solidifier la sous-poche. Voilà. Dans les ENR, alors là, on a pareil, hein, on a beaucoup trop de valeurs, vous voyez. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valeurs. Donc, c'est très important. Et surtout, en fait, elle est surpondérée ENR. Et étant donné que c'est la seule poche, que c'est une poche sur laquelle elle s'est surpondérée et sur laquelle elle a fait ses pires investissements, et ben, ça met son portefeuille dans le rouge. Même si tout le reste a plutôt été correct, d'accord? Parce que si on monte, vous voyez ici, dans ces softwares, elle a que de la win, sauf les Atos. Vous voyez? Là, elle est en gain. Donc, c'est pas mal aussi. Là, sur les jeux vidéo, globalement, ça s'optimise. Et vous voyez, ici, c'est énergie. Elle a des pertes, mais elle n'a pas de gros gains d'un. Hein. Elle en a qu'un seul avec Florentaise, mais on y reviendra. C'est une valeur un peu différente. Et UV Germi, c'est aussi un peu différent. Mais On peut, on sinon, peut, on peut regarder quand est-ce qu'elle a initié les positions. ouais, Puisqu'au début du conflit guerre Ukraine et les tensions liées à l'énergie, effectivement, enfin, il y a une hausse exponentielle des valeurs sur cette thématique. non, en fait, Euh, j'ai pas la date d'achat sur le. d'accord. Donc, Je pense qu'elle a dû investir au sommet, en fait, sur des plus hauts, ouais, elle a avant dû que la investir crise et vous énergétique voyez, se détende. étant donné qu'il y a 7 000 € dessus, bah, si c'est votre poche qui sous-performe le plus, bah, vous faites avoir, quoi. Même si la poche software, elle a surperformé et de manière extrêmement importante, c'est-à-dire en dehors de Atos, vraiment, elle a une très jolie poche. Et ben, le reste, la met dedans. Et donc ça, c'est pareil. À chaque fois que vous achetez et que vous faites un patrimoine, quand vous êtes au début de votre patrimoine, achetez pas de la small, achetez plutôt des grosses valeurs. Faites-vous un portefeuille de ETF, CAC 40, Nasdaq, S&P, etc. Faites-vous après un portefeuille de grosses valeurs avec des sociétés comme PayPal, Alphabet, Accor, Airbus, enfin voilà, une vingtaine, 25 grosses valeurs sur lesquelles vous allez rajouter de l'argent de temps en temps. D'accord? Un peu votre ETF monde maison, quoi. Mais avec des valeurs, vous en avez vraiment confiance et vous vous dites, dans 20 ans, cette boîte-là, elle existera toujours, elle est sexy, elle produit des choses intéressantes, etc. Et après, une fois que vous avez fait ça, la construction patrimoniale et d'un portefeuille, c'est la même chose, c'est des fusées. Une fois que vous avez mis les bases de la fusée, vous pouvez aller dans les trucs, les classes d'actifs un peu plus risquées. Et là, le problème, c'est qu'on est allé directement tête baissée dans des classes d'actifs ultra risquées. Et forcément, bah, le portefeuille, il s'en ressent, quoi. Il s'en ressent et il s'en ressent ici. Il y a du NEL, vous voyez? Et en fait, le NEL ici, on est à moins 55. Donc la ligne, c'est pas non plus comme Atos avec moins 90%. Mais le problème de la ligne NEL, c'est que si on se met ici, la ligne NEL, d'accord, on l'a ici, ok? Vous voyez? Il y a une valo à moins 3000. Donc ça veut dire que la ligne initiale, quand elle a été initialisée, elle était à 5600 sur un portefeuille global qui devait être aux alentours à l'époque de, si on compte les pertes et qu'on réajoute les pertes à la valeur liquidative actuelle du portefeuille, ce qui est favorable à la cliente parce que ça veut dire qu'on garde quand même les gains des valeurs software, etc. Alors, en fait, il faudrait prendre toutes les valos à la date à laquelle elle les a achetées. Mais bon, restons simples. Ça veut dire qu'elle a mis quasiment ouais, 18 à 20% de son portefeuille sur Nel. C'est énorme, hein. Ouais, le montant initialement investi est trop élevé par Ouais, rapport à la taille ouais, de son portefeuille. ouais, ouais. Un peu moins, elle a mis 15% dessus. Mais voilà. Et ça, bah, malheureusement, c'est une erreur qui lui coûte sa performance. Voilà. C'est-à-dire que je dis pas, Nel, c'est une valeur qui est très intéressante, elle est sûrement très bien, mais c'est une toute petite valeur avec un marché de l'hydrogène qui est compliqué, donc qui peut monter, descendre. Regardez, une autre valeur, et nous on l'a en France, hein, c'est une valeur qui s'appelle McPhee. McPhee, c'était à 2 € avant Covid, c'est monté à, je crois, 35-40 € pendant le Covid, et là c'est revenu à 3-4 € quoi. Mhm. Donc, la volatilité de ces valeurs-là, il faut essayer d'en tirer profit, mais comme vous n'êtes pas des professionnels, essayez pas d'être calife à la place du calife. Alors après, il y a d'autres erreurs. Bon, après, ça, c'est le secteur des ENR, c'est un secteur qui est compliqué. Donc, Alphen, ça va.
Mais vous voyez, bon, EcoSlope, c'est une société où vraiment ça a été compliqué. NHOA aussi. Bon, PowerCell aussi. Bon, Tomra, ça va, c'est une valeur un peu stable, etc. Et après, ce qu'on a aussi comme problématique là-dedans, c'est qu'on a avant tout que des petites valeurs. On n'a pas des grosses valeurs de NR. On n'a que de la petite PME ultra risquée. C'est-à-dire que EcoSlope, c'était moins de 100 millions de market cap. Nel, c'est moins de 100 millions. NHOA, bon, c'était juste au-dessus, mais c'est une histoire un peu particulière. Voilà, mais PowerCell, c'est vraiment de la start-up. Ballard Power System, c'est vraiment de la start-up. Et là, même histoire. On avait trop mis sur Ballard System. Et ça, c'est important, hein. Regardez, Ballard Power System, il y a moins 1300 et la ligne fait encore 1600 euros. Donc ça veut dire qu'il y avait 3000 euros. Donc ça veut dire que si vous mettez Ballard plus Nel, la ligne, elle a été extrême. D'accord? Donc Donc, ça, au même titre que Google dans sa poche software, dans la thématique transition énergétique, toi, tu aurais mis quoi comme gros acteur, comme socle? Euh, ouais, c'est compliqué, mais je pense que il y a pas de très très gros acteurs dans la transition énergétique. Elle a Jinko Solar qui est la plus grosse, même si elle fait une grosse perte, Gros parce producteur de... elle l'a acheté au plus haut, mais qui est le plus gros producteur de panneaux solaires au monde. Vous avez des acteurs un peu plus solides, type Neoen par exemple, qui a fini en OPA récemment. Neoen, vous voyez, c'est solide, c'est sérieux. Vous allez avoir du EDP, Énergie des Portugal en la partie renouvelable, c'est une grosse boîte. Vous voyez, si vraiment vous voulez de l'ENR, faut aller là-dessus. Voilà. Mais Après, dans les faits, elle a souffert sur cette poche parce que les tensions liées à l'approvisionnement énergétique de l'Europe se sont apaisées. Enfin, il y a moins eu de tensions, l'euphorie est passée, les investisseurs oui, s'arrachaient des titres, tout ce qui était lié à la transition énergétique. c'est pour ça qu'il faut pas vous faire avoir non plus par le momentum du marché. Il faut être capable de sortir dès que ce momentum il se retourne. Parce que si vous achetez et si vous êtes un acteur qui achète du momentum, bah, il faut sortir rapidement quand il y a du momentum Oui, à la baisse. Le seul truc, c'est qu'en fait, pour donner un exemple, cette poche ENR, il faudrait la voir comme une sous-poche de la poche énergie qui est juste en dessous. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle une poche plus risquée. C'est un peu comme si je vous disais, dans la poche santé, vous auriez des grosses cylindrées, type Sanofi, Pfizer, machin. Dans la poche biotech, vous n'allez pas mettre des sociétés comme même des sociétés style Genzyme, etc. Alors, laisse de oui. côté, mais voilà, des grosses biotech qui commencent à faire du chiffre d'affaires, etc. Vous les mettez plus dans la poche biotech, vous les mettez dans la poche santé. Et dans la poche biotech, c'est vraiment une sous-poche de la poche santé avec des titres beaucoup plus agressifs, des titres beaucoup plus bas. Et l'histoire, c'est quoi? C'est qu'on se dit que parfois, il y en a qui sont dans la poche du haut, dans le trio, enfin, dans les acteurs de tête qui vont se faire, qui vont mourir ou qui vont se dégrader petit à petit. Et vous essayez d'avoir deux ou trois acteurs qui sont dans la poche biotech et qui vont finir par devenir des grands groupes. Typiquement, ces dernières années, on a eu BMS, on a eu des acteurs comme ça qui sont devenus des grands groupes alors qu'ils ne l'étaient pas. Voilà. Mais il faut que ces sous-poches, et ENR, c'est vraiment une sous-poche, et biotechnologie, c'est vraiment 100% une sous-poche, ça soit à la place que doit avoir une sous-poche. C'est-à-dire, Donc, c'est extrêmement agressif, gros taux de rendement, mais gros risque. d'accord, donc là, sur cette poche transition énergétique, en gros, il ne faudrait plus qu'elle investisse sur cette poche. Si elle a une Non. optique d'investissement long terme, elle garde ce qu'elle a, enfin, elle conserve tant que les sociétés sont en capacité de publier de bons résultats. Elle conserve, mais elle ne renforce pas. Voilà. Après, je peux pas donner d'avis sur toutes les sociétés parce que Nel, Ballard Power, qui sont des grosses sociétés qu'elle a dans son portefeuille, sociétés que je connais pas, donc je connais pas vraiment leurs histoires personnelles, etc. Donc Alors, ça, il y a un certain nombre des recommandations qui sont dans son portefeuille, qu'elle suit à travers aussi nos publications. Donc, voilà, c'est pas toutes les valeurs, mais certaines sont suivies, donc elle pourra se rapprocher de nous et de toute manière, on suit les publications de résultats voilà. des sociétés Après, en question. en énergie, alors il y a juste un petit problème parce que c'est marqué Nestlé, mais c'est Nesti, il me semble, qui a. Donc il y a un problème sur le truc. Ou alors c'est moi qui vois pas bien, mais c'est pas très grave. Elle a du Nesti, du coup, du Imeris, du Florentès, du Mint Energy, du UV,
du Yara International, du Barrick Gold, de l'Engie, du Glencore, du Gold Mining, du Kinder Morgan et du Woodside Energy. D'accord? Donc elle a pas mal de choses. Donc voilà, ça, le secteur de l'énergie a un peu descendu récemment. Seul carton rouge, c'est vraiment Florentez. C'est une toute petite ligne. En plus, c'était une société qui était super endettée. Franchement, quand on a déjà beaucoup de risques avec ses actifs ENR, on évite d'aller dans des sociétés énergie, chimie, c'est de l'engrais, hein, la Florentez. Hmm. Vraiment un peu extrême. Après, bon, pareil, hein, Imeris, c'est une toute petite ligne. Euh, Barrick, c'est une petite ligne. UV Germi, c'est une petite ligne. Enfin, là, il y a que des petites lignes. Je pense que ça vaudrait peut-être le coup de se concentrer sur Engie, sur Glencore, sur Barrick Gold, qui sont des grosses valeurs. Voilà. Avoir peut-être une ou deux valeurs à côté, parapétrolières ou pétrolières ou dans le secteur des mines. D'accord? Et ça peut être intéressant. Oubliez pas quand même que le secteur minier, c'est un secteur qui est extrêmement volatile. Vraiment. Voilà, ça peut aller très très vite. Et encore une fois, soit il faut être très agile quand vous achetez des mines et les vendre et les acheter assez fréquemment, soit il faut avoir la diversification du portefeuille qui vous permet de l'encaisser. Après, Barrick Gold, c'est un bon moyen d'avoir de l'or avec une sécurité, une solidité qui est quand même assez importante. Voilà. Nesti, c'est un raffineur des pays nordiques. Bon, moi j'aurais plutôt mis à la place d'un Nesti qui est un gros raffineur pays nordique, j'aurais plutôt mis un Esso il y a quelques mois. Alors malheureusement, Esso maintenant est devenu très très cher, mais je trouve Ouais. qu'il y avait un bilan qui était très très sain, hein. D'ailleurs, moi je l'avais dans mes portefeuilles et on a fait x2 ou x3, je sais plus dessus, un truc comme ça. x3, je crois. Un truc comme ça. Donc voilà. Bon, après, elle a des petites boîtes. Bon, voilà, les lignes sont un peu basses, de petite taille. Je sais pas si ça vaut grand-chose. Alors, Mint Energy, c'est un peu un ticket de loto parce que il y a un risk-reward qui est vraiment très important. Donc, dans une d'optique vraiment ticket de loto, dans le sens, ça passe, je vais faire x4, x5, ça échoue, je vais aller à zéro, ça peut se justifier. Je trouve que, voilà, le problème, c'est que Florentès, c'est un peu la même chose. Donc, ça fait quand même deux tickets de loto pour un portefeuille de cette taille-là, c'est quand même un peu beaucoup. UV Germi, c'est un peu différent, mais la taille de la ligne est vraiment microscopique. Il n'y a pas d'intérêt à te faire des lignes en dessous de 200 euros, quoi. Donc voilà. Après, il y a des semi-conducteurs. Là, elle a de l'Intel et du TSMC. Globalement, la poche est plutôt bien, hein. Je pense que c'est les TSMC, c'est la Rolls-Royce, c'est pas très cher. Il y a un risque géopolitique, mais c'est vraiment bien comme valeur. Donc je pense que vraiment c'est plutôt assez intéressant TSMC. D'accord? Intel, moi je suis un peu moins bullish. J'aurais peut-être fait plutôt du ASML TSMC. Alors, le problème, c'est qu'ASML, maintenant, ça devient extrêmement cher. Donc, j'attendrais peut-être une faiblesse de marché pour refaire de l'ASML. Voilà. Il peut y avoir du Samsung Electronics, par exemple. C'est pas cher. Après, par contre, c'est vrai qu'on est très exposé aux risques géopolitiques de l'Asie du Sud-Est, hein. Pardon, de l'Asie du Nord. Oh, j'ai du mal ce soir. De l'Asie de l'Est. Allez, on va passer à la thématique suivante. La thématique suivante, on a de la santé. Donc là, c'est pareil, en fait, on a une problématique, c'est qu'on devrait faire une case biotechnologie. Alors, on l'a pas fait parce que ça servait à rien de le faire, mais Median et Inat seraient plutôt en biotechnologie et Euroblo est une vraie valeur de santé. Et donc là, on a même erreur. On a des lignes beaucoup trop petites, vous voyez. Inat fait 4%, mais ça fait une ligne que de 183 euros. Bon, Median, compliqué, moins 25, mais vous voyez, la ligne faisait juste 100 euros quand elle a été rentrée. C'est une valeur qui est agressive. Après, on a de l'Eurobio. Eurobio, c'est une valeur que je considère comme pas chère, qui est solide, mais il manque peut-être aussi là des plaies de grande taille, des acteurs de grande taille du secteur. Alors après, moi, dans mes portefeuilles récents, on va dire, donc les portefeuilles Agora qui ont 2-3 ans, j'en ai pas beaucoup des boîtes de santé de grande taille parce que je trouve que la plupart sont un petit peu chères.
J'étais en embuscade sur certaines valeurs ces derniers mois, mais ils sont pas descendus assez. Je commence à regarder des choses comme Pfizer. Voilà. Donc je peux comprendre si on n'en a pas et si on a fait un portefeuille qui est récent. Par contre, c'est vrai que si on a un portefeuille qui a 10 ans, normalement, on aurait dû trouver des moments pour rentrer certaines valeurs à certains moments. Du Johnson et Johnson, par exemple, à certains moments. Franchement, il y avait des moments où ça se rentrait sans trop de difficultés, ce genre Je de vais choses. rebondir sur ta remarque sur ces petites lignes. Espérons qu'elle passe par une société de courtage qui propose des frais attractifs, peut-être aux alentours des 1-2 euros, parce que si elle est amenée à payer 10 euros l'ordre pour Inet Pharma, je ne sais pas, une ligne qu'elle a initiée peut-être aux alentours des 160-170 euros, ça veut dire qu'il faut qu'elle fasse 5-6% de performance au moins pour rentabiliser son achat. Et sur Oui, l'achat-revente, on est au-delà de 10%. Donc, oui. il va falloir faire garde de près C'est, aussi les frais de courtage. c'est ce que je disais au début sur les SCPI. C'est-à-dire que il faut bien vous dire que les frais, c'est très important dans votre choix de portefeuille, etc. Donc, quand vous achetez une SCPI, que la valeur de la part, elle est à 200 et que l'actif net réévalué, il est à 190, déjà, il va falloir que la SCPI, elle comble ces 10 que vous avez payé de premium. Pareil, quand vous achetez un produit structuré, on a fait une interview il y a quelque temps avec un ancien de Goldman Sachs sur le sujet, hein, et il les disait bien, quand vous achetez un produit structuré à 100, il y a la marge de la banque. Donc en fait, la réalité, c'est que vous êtes exposé au marché à hauteur de 97, 98. Donc il faut déjà que le produit soit capable de regrappiller ces 2-3%, Mm. ne serait-ce que pour que vous commenciez à faire de la plus-value. Donc attention à ça, hein. Ça, c'est très très important. Et c'est là aussi l'intérêt des sociétés, enfin des ETF. Quand on a des petits patrimoines, l'intérêt des ETF, c'est intéressant. Et je comprends qu'acheter un ETF CAC 40, ça vous intéresse pas parce que quand on a de l'Alstom dans du CAC 40 et tout ça, vous vous dites, j'ai pas envie d'avoir de l'Alstom. À ce moment-là, vous prenez une vingtaine, 25 valeurs internationales que vous aimez bien, vous commencez par faire des lignes de 1500 euros et vous achetez petit à petit. Et vous allez acheter les valeurs qui sont pas trop chères au moment, à l'instant T. Et vous vous dites, bah tiens, en ce moment, typiquement PayPal, c'est pas cher. J'ai un petit portefeuille, j'achète mes 1500 de PayPal. Et voilà, et si je mets 2-3 mois à faire mes 1500 de PayPal, bah, je mets 2-3 mois à faire mes 1500 de PayPal. J'envoie 500 balles tous les mois sur mon compte titre. Et quand j'ai mes 1500, boum, j'achète mes PayPal. Et puis après, je passe à la valeur d'après. Et je construis comme ça un équivalent ETF. Ok, c'est clair. Et on a de la crypto. Donc là, dans la crypto, c'est pareil, hein. On a un ticket de loto, Canaan, qui est un créateur de mineurs. Il n'en a pas vendu pendant longtemps. Là, le marché est en train de repartir. On espère que ça va vendre. C'est monté très très haut au précédent cycle. Là encore, toujours la même chose, c'est-à-dire que ça fait trop de tickets de loto dans ce portefeuille. Il y a beaucoup trop de tickets de loto et beaucoup trop de valeurs agressives. Et après, vous voyez, bah, Coinbase, c'était vraiment, elle l'a acheté à un moment où c'était pas cher, où c'était attractif. Mais voilà, moi j'ai tendance à dire qu'en fait, dans ce portefeuille-là, il y a trop de small, de mid-cap et de start-up. Il n'y a pas assez de ce que moi j'appellerais des futurs titans et des grosses valeurs. Donc typiquement, Coinbase, c'est un futur titan. C'est-à-dire que même quand c'était redescendu à 40 dollars, etc., c'est quand Ouais. même le leader de ton secteur des exchanges crypto-monnaies. Bien Mm. sûr, le monde des cryptos peut exploser et ne valoir rien, mais c'est un des leaders. Quand vous achetez Canaan, c'est une société, elle peut mourir demain, tout le monde s'en fout, quoi. Quand vous achetez Florentès, c'est une société, elle peut mourir demain, tout le monde s'en fout. Donc, essayez d'avoir un équilibre et d'acheter des valeurs les plus agressives qu'en dernier dans votre patrimoine quand vous commencez à mettre un peu plus de volatilité, un peu plus d'agressivité, que vous êtes un peu plus sûr de vous, etc. Parce que là, c'est vrai que, entre guillemets, ça pèse. Et même dans ces poches ici, en fait, bah, si on regarde les valeurs les plus solides, les Glencore, les machins, etc., c'est les perfs les moins graves qu'elle a. Et ici, c'est la même chose. Si on regarde les valeurs les plus solides, ce qu'on pourrait appeler des futurs titans, là-dedans, elle va voir quoi? Elle va voir Alphen, elle va voir Jinko Solar, et elle va voir Tomra, et c'est à peu près tout. Qui sont vraiment des. Le reste, c'est vraiment start-up. Et quand on prend ces trucs, à part Jinko Solar qu'elle a acheté au plus haut historique, le reste, c'est plutôt correct. Enfin, c'est sans être. C'est pas génial, mais par rapport aux indices ESG et ce qu'ont fait les valeurs ESG, c'est pas mal. Ça reste somme toute correct. Parce que le compartiment ESG, il s'est fait vraiment détruire, hein.
Vous Ouais, avez de la VD, beaucoup ouais. d'ETF ESG, surtout dans l'énergie, etc., qui sont à moins 30, moins 35%. Donc, quand vous faites moins 17 sur du Tomra, c'est pas non plus la catastrophe. Voilà. Mais le problème, il est surtout là, quoi. On continue sur la consommation. Elle a un petit peu d'Alibaba. D'accord? Mais là, c'est pareil. La ligne est beaucoup trop petite. 62 euros de ligne. 11% de plus-value. Quel est l'intérêt de faire une ligne comme ça? Une ligne de moins, ouais, une ligne d'une cinquantaine Ouais, d'euros. Ouais. ouais, voilà. Et là, Elle a dû. les frais de portage, ça doit être bonbon, hein. Sur Alibaba, Ouais, en plus, c'est c'est un cher. ADR, etc. C'est une ligne qui est pas chère, mais il faudrait en faire plus. Elle a du MG après. C'est une toute petite valeur qui cote au fixing. C'est pareil, quand on a un petit portefeuille comme ça, qu'on n'est pas un professionnel, on va pas sur ce genre de. Ou qu'on n'est pas quelqu'un qui a un minimum de solidité, on va pas là-dessus, même si ça offre un très beau rendement, hein. MG, ça offre 8% de rendement, c'est le leader dans la piscine, etc. Sur les robots de piscine et les bâches de couverture. Donc c'est un play qui est vraiment intéressant d'un point de vue construction de patrimoine pour s'exposer au secteur des loisirs, de la, enfin, plutôt de la consommation de plaisir. La piscine, c'est la consommation de plaisir de la personne qui est, on va dire, CSP+, Oui, c'est comme les dans les commissariats. régions, quoi. Hmm. Voilà. Donc, c'est un bon moyen. Je trouve qu'elle est descendue vraiment pas cher. Il y a quelque chose à faire dessus. Mais malheureusement, ça doit pas avoir sa place dans un portefeuille aussi petit. Ou alors, il faut que ça soit resserré et que ça devienne le play agressif, etc. Voilà. Et en immobilier, elle a de l'immobilier allemand qu'elle a acheté il y a très peu de temps, du Vonovia, fait 13% dessus. Encore une fois, le même problème, c'est la taille de la ligne, hein. Voilà, la taille de la ligne est trop basse. Après, franchement, avoir du Vonovia, c'est très bien. Les prix de l'immobilier allemand sont très bas. La dette se rembourse. Ça vous offre du 5% de rendement. Franchement, c'est tout à fait correct et ça se met dans un PEA. D'ailleurs, ça, j'ai pas regardé. Est-ce qu'elle l'a mis dans son PEA, le Vonovia ou pas? Euh, Oui, Ouais, Vonovia ici. Voilà. parfait. Donc, parfait. Parce que, encore une fois, hein, valeur de rendement, toujours dans le PEA. Jamais les valeurs de rendement compte titre, sauf si c'est des valeurs américaines. Mais les valeurs de rendement, toujours en PEA. Parce Comme que ça, si vous sinon, avez vous besoin faites de cash, défoncer. ouais, tu l'indiquais tout à l'heure, comme ça, si vous avez besoin de cash, vous sortez uniquement les dividendes en conservant les actions. Ouais. Enfin, vous pouvez vendre les actions et les sortir aussi si vous en avez besoin. Mais en tout cas, vous allez payer vos 19,6 et vous n'allez pas vous faire ouvrir en deux, sachant que à long terme, il y a quand même de fortes chances que la taxation du dividende recommence à monter et qu'on ne soit pas imposé à la flat tax. Moi, je Ouais. pense que la prochaine réforme qui nous pend au nez, c'est taxation supérieure des dividendes avec peut-être la plus-value sur la plus-value des actions qui resterait à 30%. Hmm. Donc, faites attention à ça. Voilà. Attention aux prochaines décisions de Bruno Le Maire. Ouais, et puis surtout des prochains. Hmm. Voilà. Donc c'est à peu près tout. Après, on n'a pas le Alors, détail de ces cryptos, donc ça pourrait être intéressant d'avoir le détail, etc. Mais je crois que c'est avant tout du Bitcoin et de l'Ethereum, donc c'est plutôt des cryptos solides. ok, tu peux Euh, résumer en 30 secondes les recommandations que tu pourrais lui donner en termes de Bah, pondération, voilà les. recommandation, moi je pense qu'il faut qu'elle ait beaucoup moins de lignes, qu'elle se concentre sur des valeurs que moi j'appellerais crème de la crème, donc le top du secteur, donc des trucs Google, Prosus, Alibaba, Tencent, enfin bon, Prosus sont là à travers Tencent, mais des trucs, voilà, Adobe, Barrick Gold, enfin des très grosses valeurs du secteur. Peut-être, si certains secteurs l'intéressent, et ça a l'air d'être le cas, comme le jeu vidéo, la transition énergétique, quelques valeurs de taille moyenne un peu plus agressifs, etc. Et construire déjà ça pour avoir un socle, parce que quand on a moins de 30 000 euros de compte titre, on ne doit pas avoir plus d'une trentaine de valeurs, ce qu'elle a là, quoi. C'est beaucoup trop, et ça pose des problèmes de taille de ligne, surtout qu'en plus, elle a des lignes qui commencent à monter en taille, type alphabet, etc. Donc voilà, donc se concentrer plutôt sur des grosses valeurs et faire attention quand même aux risques des valeurs qu'on prend. Parce qu'à chaque fois qu'on va sur des valeurs petites avec des grosses opportunités, donc des opportunités d'aller faire du x5, x10, etc., forcément,
ça veut dire que vous avez beaucoup de chances de faire moins 80, moins 90% aussi en face, hein, parce que et ça y est, c'est ce qu'on appelle le risk-reward. Le Mhm. risque est proportionnel à la reward. Si la reward est haute, le risque est haut. Alors, potentiellement, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Typiquement, dans le raffinage, elle a du Nesti. Je trouve que le risk-reward était bien meilleur ces 24 derniers mois sur ESSO que sur Nesti. Donc, ça valait plus le coup d'avoir du ESSO que du Nesti. Mais après, Alors, ce portefeuille, bah, tu vas lui mettre une note hein, sur 20, puisque par ailleurs aussi, tu enseignes à l'université, donc tu sais mettre des notes. Donc, tu lui donnes combien sur 20? elle a Sachant quel âge? on va prochainement, enfin, dans d'autres émissions aussi, analyser d'autres portefeuilles. Il faut savoir qu'il y a des portefeuilles qui sont réellement catastrophiques. Certains sont pourtant en plus-value. Mais voilà, on a sous le coude, par exemple, des portefeuilles de 100 000, 200 000 euros investis sur 7 ou 8 valeurs, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, Après, tu lui encore une fois, donnes combien? ça dépend des 7 ou 8 valeurs. Car si tu n'as que du Alphabet, Barrick Gold, Meta, Nvidia etc. ou du Nvidia? Non, non, voilà, Nvidia, Tesla, tout ce qui n'a pas. Quand je dis crème de la crème, d'accord, c'est vraiment, vous allez chercher des valeurs qui ont une prédictibilité des cash flows et de la création de valeur sur le long terme. Donc, vous m'enlevez toutes ces valeurs qui ont fait des érections très rapides. Donc, tout ce qui est Nvidia, Tesla, ce genre de choses, on enlève. C'est vraiment crème de la crème. Et quand je vous dis créer un ETF à la place d'un créateur d'ETF, ça peut être intéressant parce que vous n'allez pas prendre les 40 valeurs du CAC 40, mais que ce qui vous intéresse, c'est que vous allez prendre des sociétés qui ont une prédictibilité, qui ont des cash flows. Voilà. On est, on Airbus, est ça fait d'accord. 20 ans que ça fait des avions, qui a un cash flow, etc. On est Accor, ça fait d'accord. 30 ans que ça fait des hôtels, qui a un cash flow, etc. Alphabet, il y a un cash flow. PayPal, il y a un cash flow qui est là, etc. Donc vous allez sur ce genre de valeurs et vous évitez les valeurs un peu qui peuvent être des fois très très grandes, mais qui sont la mode du moment. Ouais. Même si ça peut paraître pas cher, parce que Nvidia, c'est pas excessivement cher, ça vaut 30-35 fois les profits. Donc si la croissance continue, voilà. Mais c'est extrêmement risqué parce que c'est une croissance qui est rectiligne et c'est pas une croissance de long terme. C'est pas une société, ça fait 20 ans qu'il y a de la croissance, qu'il y a du cash flow, qu'on voit les choses se faire, etc. Alors, la note, Elle a quel âge déjà la dame? 50 ans et elle est en activité. Et elle investit depuis 10 ans. Sachant qu'après, elle a un investissement dans du locatif. Ouais, mais elle Location fait de pas, véhicules. elle fait pas des actions depuis 10 ans, je pense là. À mon avis, elle a dû investir progressivement. Mais en tout cas, Ouais. elle investit depuis 10 ans. Voilà, c'est ce qu'elle nous a dit. Euh, je mettrais 6. 6 sur combien? Bon, 6 sur 10. 6 sur 10. D'accord. 6 sur Voilà. 10 ou 12 sur 20. Ok, parfait. Non, parce qu'à 50 ans, c'est déjà bien, parce que les Français investissent tard en moyenne. Il y en a beaucoup qui se réveillent plutôt vers 55, 60 ans. Voilà, il y a déjà un début de quelque chose. Elle a de l'alphabet, elle a des choses comme ça. Il y a de l'assurance vie, il y a une épargne de précaution. Il y a un petit peu de crypto. Donc, elle a fait des choix intéressants. Après, c'est vrai que la composition du patrimoine financier en actions, elle est pas bonne. Si on notait que la partie action, on serait plutôt sur du 3, 4 sur 10, quoi. Voilà. Ok, Mais son compte épargne sur lequel elle doit maximiser ses investissements parce qu'elle fait plus de 10% par an, c'est intéressant. Les parts de SCPI qu'elle a, elles sont en Allemagne. Les SCPI allemandes, généralement, elles sont de qualité. C'est plutôt pas mal. Elle a de la diversification quand même. Donc voilà, je pense que si elle se concentre sur des grosses valeurs et si elle a du mal à le faire, pas hésiter à passer sur des ETF. Voilà. Ou ok, pas hésiter parfait. à poser des questions si elle est membre de nos services en disant voilà, on peut pas faire de conseils personnalisés, mais elle peut tout à fait dire voilà, moi je peux acheter que des grosses valeurs parce que j'ai pas beaucoup de patrimoine et je veux pas mettre beaucoup de risques. Quelles sont les 5 grosses valeurs que vous avez dans le portefeuille qu'on peut acheter au moment-là et qui font du sens, quoi. Ça, on peut faire. Ok, c'est clair. Bah, merci Arthur. Pour les personnes qui nous regardent, je vous invite à télécharger notre rapport gratuit Comment gérer votre risque de portefeuille, à travers lequel vous découvrirez les trois principes essentiels pour limiter vos pertes et protéger vos gains. Arthur, on se retrouve dans un prochain format dans un mois, puisqu'on analysera un portefeuille par mois. Et bah, dans la prochaine vidéo, je pense qu'on va analyser l'un des pires portefeuilles inimaginables. Voilà, si ça te convient. Ben, très bien. Parfait.
Allez, au revoir. Ciao, ciao.